Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, famille. La France tente désespérément de s'introduire dans l'AES de force. Et je m'explique. La France tente d'acheter Coach Amon Chic pour l'utiliser contre l'AES. Oui, l'information est tombée. Vous avez tous vu, ou on a tous vu des vidéos de Coach Amon Chic qui dit qu'elle en va rencontrer son président Emmanuel Macron. Et on a vu des vidéos de leur échange et tout ce qui va avec. Et nous tous, nous savons, en tant qu'Africains, nous savons que la France ne fait rien pour rien. Macron qui est là, ne fait rien pour rien. Donc, la rencontre de Coach Amon Chic et Macron veut dire beaucoup. Et vous, les Ivoiriens qui êtes contents là, sachez que de la manière dont on a commencé à utiliser vos personnages publics pour atteindre l'AES, c'est de la même façon on va utiliser ces personnages publics pour vous atteindre aussi. Et votre tour là, c'est pas loin. Le tour de la Côte d'Ivoire, c'est pas loin. Pour illustrer mieux ce que je dis, regardez les vidéos. Regardez les vidéos que je vais vous mettre après cette vidéo là. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi votre ressenti dans les commentaires. Donc, on se capte à la fin pour se dire un petit au revoir. C'est important. Je suis venu voir le président Macron. Voilà, il nous reçoit. Écoutez, c'est la bénédiction de Dieu. Sur le continent africain depuis 2017, on le voit encore en ce moment au Sahel, il y a eu des bouleversements profonds. C'est aussi notre histoire. Ça, c'est l'ignorance, c'est de la stupidité ou bien elle fait exprès. Être reçu par Emmanuel Macron, c'est donc une bénédiction de Dieu. C'est donc une bénédiction de Dieu. Je sais pas. Pour qu'on considère que ce soit une bénédiction, on a bien envie de savoir de quoi vous avez parlé là-bas. Parce que il est trop facile en fait de faire des photos, de nous montrer oui j'ai été reçu par Emmanuel Macron en tant que diaspora africaine. Donc on rentre dans la politique. Quand vous allez là-bas en tant que des acteurs d'influence et des acteurs, on va dire, politiques, hein, parce que vous partez parler au nom des Africains. Vous êtes là-bas présent au nom de l'Afrique. Ne dites pas que vous êtes apolitique. Parce que Emmanuel Macron, là, qui est en face de vous, il n'est pas apolitique. Emmanuel Macron, tous ses actes, tout ce qu'il fait, toutes ses rencontres sont calculées. Si la volonté de la France était vraiment d'intégrer les Africains, ça aurait été peut-être au niveau des sous-préfectures. Il n'y aurait pas eu 1 an d'attente pour avoir un titre de séjour. Il n'y aurait pas eu de discrimination pour avoir un logement. Il n'y aurait pas eu le racisme, par exemple, même à l'école. C'est ça la vraie politique pour intégrer les diasporas venant d'Afrique. Mais là, qu'est-ce qu'ils tentent de faire? Ils tentent de vous acheter. Et comme vous avez une réflexion limitée, vous voyez ça en une bénédiction de Dieu. Pourtant, c'est lui qui est dans la demande. Il est dans la demande de s'afficher avec des grosses têtes africaines, des gens qui influencent, peu importe dans le domaine, en Afrique, pour pouvoir reconstruire le narratif français en Afrique. Au-delà de la rencontre en elle-même, il y a quelque chose qui m'a étonnée quand j'ai vu ces vidéos-là, au lendemain de cette rencontre. Je me suis demandé pourquoi ce timing? Pourquoi au moment où les regards des Africains sont tournés vers la France après les attaques au Mali, pourquoi ce moment est-il choisi par l'Élysée pour redorer son image? Pour montrer que l'Élysée n'a rien contre les Africains, l'Élysée n'a rien contre la jeunesse africaine et au contraire, l'Élysée fait tout. L'Élysée fait tout pour s'approcher de nos diasporas. L'Élysée fait tout pour reconstruire son image auprès de notre diaspora. Ce timing est vraiment étonnant. Malgré tous les efforts fournis par la France pour capter l'attention de la jeunesse africaine, pour la maintenir dans des choses banales, dans le divertissement, dans l'abrutissement, la jeunesse africaine, comme on le dit en Côte d'Ivoire, est yeux clairs. Ça veut dire que nous avons les yeux ouverts, nous avons l'esprit ouvert. Comme l'a dit un journaliste malien sur une chaîne de la rébellion en Côte d'Ivoire, NCI, nous avons les médias mainstream fermés et les esprits ouverts.
Alors, bonjour à tous et que la paix du Seigneur soit avec nous. Masse de partage et à partager. Je suis à reconnaître la voix. C'est ce gâteau qu'on fallait réveiller. La vérité rouge les yeux, mais ça ne les casse pas. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent au niveau sociopolitique et même ailleurs. Désormais, M. Dago, pour vous servir, prenez vos ceintures de sécurité. Alors, nous avons tous vu cette rencontre avec le président Emmanuel Macron de la France qui a pu rencontrer les influenceurs africains. Je répète, les influenceurs africains, c'est très très important. Alors, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que très certainement, ces influenceuses et ces influenceurs ne savent pas réellement ce qui se passe. Moi, particulièrement, c'est la mère Coach Amoshik. Nous connaissons ton contenu. Et nous ne voulons pas que du jour au lendemain, ton contenu change. Je sais que tu es une personne bien, tu es une personne intègre et je suis sûr que pour rien au monde, tu pourras livrer ta communauté. Nous sommes en communication. Nous sommes en guerre de communication. Et cette guerre de communication, la vieille mère Coach Amoshik, si tu n'es pas au courant, je vais te la raconter. Nous, jeunesse, jeunes Africains, nous l'avons remportée. Si vous voyez ces dirigeants européens avoir besoin de vous, ce n'est pas pour aller vous donner de la technologie ou bien aller vous donner de la connaissance pour que ça puisse profiter à votre communauté en Afrique. Non, non, ce n'est pas pour vous donner ça. C'est pour vous utiliser contre cette guerre communicationnel que la jeunesse africaine a remporté grâce à son réveil et son éveil de conscience. Donc, la vieille mère Coach Amoshik fait très très attention et ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas, faut pas te faire avoir parce que tout le monde connaît, tu ne fais pas de la politique. Donc, on ne veut pas que du jour au lendemain, ton comportement change. Actuellement où nous sommes là, c'est vrai, l'argent est bon, mais notre continent a tellement souffert, notre peuple a tellement souffert qu'il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. On est ensemble. Chichi. Coach Amoshik. Coach Amoshik. Au sommet Afrique France. Mais bon, les gars, moi, j'ai pas envie d'être vieux jeu. Parce que vous savez, les habitudes des gens, ils vont dire, vous êtes jaloux. Vous la jalousez. C'est son succès. C'est sa bénédiction. Mais un sommet Afrique France. Donc, Coach Amoshik est vraiment utile pour l'évolution d'une coopération entre la France et l'Afrique. Je veux comprendre, Jean-Yves. Réponds-moi, s'il te plaît. Je sais que tu ne veux pas parler, mais explique-moi. Parce que toi, souvent, tu arrives à disséquer les phénomènes. Qu'est-ce qui se passe? Coach Amoshik à l'Élysée, elle est présentée en guest star. En fait, non. Quand tu regardes bien la scène, c'est une dame qui parle au président Macron et qui fait la présentation. C'est-à-dire que lui-même, il n'a pas connaissance de tout ce qui se passe. D'accord. Mais je pense qu'effectivement, son service, je vais dire, de sécurité, donc le service de communication même de la présidence, hein, je pense qu'ils avaient vent de la présence de Chimène. De Chimène. Elle a reçu une invitation. Ils avaient la confirmation de sa présence. Donc, je pense que si elle a pu franchir tous ces cordons de sécurité jusqu'à se trouver proche du président, c'est qu'il y avait quand même une volonté de faire une certaine communication. Oui. On est bien d'accord. Oui, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, moi, les événements quand même au Mali, pour moi, je ne vais pas dissocier. Aujourd'hui, il y a ce sentiment-là que c'est vrai que ce n'est pas confirmé, il n'y a pas eu d'éléments probants pour pouvoir confirmer cette thèse-là. Mais certains, ça dit dans la tête de certains Africains, donc d'une certaine jeunesse, la France était derrière, serait derrière ce qui a pu frapper le Mali. Mais c'est quoi le lien? C'est ce que je finis maintenant. La France a pu, j'en serais, comme je l'ai dit là, je disais le conditionnel. Donc c'est quelque chose qui n'est pas avéré, voilà, serait. Donc quand on finit de dire ça, donc il y a ce sentiment-là qui continue. Donc il y a une certaine propagande quelque part qui est faite contre la France. Et donc pour contrecarrer aussi ce truc-là, on envoie Chimène pour rencontrer le président. On sait que à la sortie de ça, Chimène va faire son live. Tout ce qui est buzz, de quoi, on va tous passer à l'étude. Donc voilà. Sinon, tu es technique. Sinon, Chimène connaît quoi dans France-Afrique. Chimène, c'est pas. Mais est-ce que les gens ne vont pas dire que aussi parce que tu es jaloux aussi de Chimène? Alors est-ce que, Dani, on ne va pas dire rapidement que. Mais les influenceurs là, ceux qui sont hyper puissants, hein, parce qu'avec toutes les démonstrations que Jean fait toutes les semaines ici, pour expliquer comment le monde va, lui on n'invite pas Nairobi. Et puis, ils sont hyper puissants, c'est quoi leur réseau? Non, ou bien leur marabout est fort? Il faut aussi regarder l'actualité parce que Coach Amoshik a une grande communauté.
Et aujourd'hui, la France veut trouver un moyen de pouvoir effacer tout ce qui est trace de la Russie et tout ça, la mauvaise communication qu'on a de la France en Afrique. Donc, c'est une manière de communiquer et toucher un peu voilà, les jeunes Africains et tout ça. Alors que nous savons que Mme Coach Amoshik a une grande influence auprès de la jeunesse. Donc, c'est un message qu'on fait passer pour dire que voilà, montrer une image de la France vis-à-vis de la communauté des jeunes Africains. Donc, c'est un message qu'on fait passer. Tonton, il y a quoi? Tu as dit quoi? Moi-même, je croyais même que tu allais même aller à Nairobi. Il y a quoi, tonton? Non, je reviens encore de la régie. Ne regardons pas les choses du style, oui. La vraie version, si tu enlèves le pied d'Algérie dans la guerre du Mali, ça finit demain matin à 8 h. Merci beaucoup. Et merci. Ça là, je l'ai dit depuis longtemps. Si tu enlèves, et puis ça, si c'est la première fois que je l'ai dit, faut pas y aller dessus dans ma vie. Je l'ai dit il y a longtemps. L'Algérie les donne du carburant. L'Algérie les donne des nourritures. L'Algérie soigne leurs blessés. C'est moi Déguélé, je le dis et j'assume. Celui qui te pose plein, je vais répondre. C'est moi Déguélé, je dis ça. L'Algérie, et puis je dis, c'est lui qui fait le panel même pour Azawad là. Il a mis le drapeau algérien. Le peuple malien est debout, je l'ai dit haut et fort. Nous sommes une doctrine. La doctrine panafricaine éponyme de l'Assimise, héritière des grands héros panafricains, auxquels les réseaux Focard a empêché de mettre en œuvre la vision et les caps. Aujourd'hui, c'est le peuple africain qui est là. Il faut qu'ils comprennent ça. Donc, je l'ai dit, nous sommes 25 millions de Sadio et nous sommes plus de 71 millions aujourd'hui de Sadio Camara dans l'AS et dans le monde entier. Nous sommes des milliers de Sadio Camara. Une idée est plus dangereuse qu'une arme. Nous avons les idées, nous les assumons. Il faut que nous, les sponsors de touristes, comprennent. Il faut qu'ils comprennent ça. Nous avons gagné déjà la guerre. Par la grâce de Dieu, on a pris du temps pour pleurer nos morts, pour leur faire un deuil honorable, organiser des funérailles honorables. Aujourd'hui, nous sommes dans la réadaptation. Et avant même que la réadaptation ne soit totalement opérationnelle, nos ennemis sont en train de tomber comme des mouches, tous les jours, sous les balles et les feux de nos armées. Donc, c'est comme dit l'autre, une bataille n'est pas une guerre. Il y a la bataille, il y a les batailles, mais il y a aussi la guerre. Nous gagnerons la guerre. Inch'Allah. Nous avons plus de moyens pour reprendre là où ils pensent qu'ils sont, que quand on avait tout repris du temps de l'aménagement. Ce n'est qu'une question de temps. Un adage français dit, rira bien, qui rira le dernier. C'est que les médias occidentaux racontent, mais est-ce que vous savez que c'est totalement faux? Sadio n'était pas dans un camp et il n'y a même pas de dispositif impressionnant devant son domicile, juste quelques militaires. Il habitait dans un quartier populaire entre Bamako et Kati. Parce que c'est quelqu'un qui était trop humble. Il ne voulait pas des privilèges de pouvoir, il ne voulait pas de luxe, il ne voulait pas des gardes armés jusqu'aux dents, des blindés devant sa porte. Il voulait vivre paisiblement avec ses voisins, comme il a toujours été. Mais l'État ne devrait pas accepter qu'une telle figure, malgré sa volonté d'être humble, il fallait pas. Et une mosquée était contiguë à son domicile. La mosquée est un lieu public. Et on sait que le phénomène qu'on est en train de combattre a un lien avec les mosquées. Et chaque matin, 4h, 5h, soit il est chez lui, soit il vient prier dans la mosquée. Donc, les fidèles de la mosquée connaissent son programme de 4h du matin à 5h du matin. Ils savent que s'il n'est pas chez lui, il est dans la mosquée. C'est pourquoi ils ont préparé une bombe pour anéantir à la fois la mosquée et le domicile. Donc, si il n'était pas dans son domicile, il aurait été certainement dans la mosquée. Et en aucun cas, il n'allait pas le rater. Donc, voilà pourquoi le mal a été consommé. Sinon, il n'était pas, contrairement à ce que les médias de propagande
français racontent, il n'était pas dans les camps militaires de Kati. Il était dans un quartier populaire et il n'y avait pas de blindés devant sa porte, pas de dispositifs impressionnants devant sa porte. C'est-à-dire que les terreaux connaissaient non seulement ses horaires, ils avaient déjà tout le calendrier, ils savaient à quelle heure ils devaient frapper, à quelle heure ils devaient quitter le point A, c'est-à-dire leur zone de regroupement, pour le point B, c'est-à-dire Kati, et pour masquer l'opération de Kati, emmènent des attaques simultanées afin de plus se retrancher au niveau de Kidal, afin de disperser les forces pour que la prise, entre parenthèses, parce que pour moi ce n'est pas une prise, ce que eux ils appellent prise de Kidal, en réalité c'est même pas une prise. Donc pour mieux se positionner à Kidal et mener maintenant ce que moi j'appelle une forme d'opération informationnelle, c'est-à-dire ah oui, les terrors ont réussi à renverser l'armée, les Russes ont fui, ils ont pris Kidal, c'est terminé, le gouvernement ne tient plus, Assimi Goïta il est fragilisé, son ministre de la Défense numéro 2 est tombé, c'est terminé. En fait, on se retrouve dans une opération de séduction psychologique où on pousse malheureusement les populations à croire qu'en réalité, l'État a failli à sa mission, celle de vous protéger. Ils voulaient surtout briser la chaîne de commandement comme ils ont fait en 2012. Ce qui aurait provoqué la chute des 3 régions du nord du Mali. Et c'est ce qui a été un échec. Le fait d'attaquer simultanément Bamako et Kati, Sévaré, Gao, Kidal, cela n'était pas anodin, c'était une stratégie. Parce que quand tu attaques pour faire tomber Kidal, il faut occuper les camps de Gao. Parce que si tu attaques Kidal, les drones et les avions partent de cette base militaire pour donner l'appui aux troupes à Kidal. Donc, les camps de Gao étant suffisamment occupés, les renforts ou bien l'appui aérien en destination de Kidal était difficile. Il fallait aussi occuper la garnison de Sévaré, ça c'est au centre du Mali. Il y a un, comment dirais-je, un site de contrôle des drones là-bas aussi. Il y a une base de drones là-bas aussi et des avions de combat. Et ici, la base de Sévaré aussi, étant occupée, ne pouvait pas aller prêter main forte aux troupes déployées à Kidal. Et la dernière base aérienne qui pouvait aussi réagir, ça c'était la base de Bamako. Ça aussi, cette base était occupée de 4 heures du matin jusqu'à 16 heures. Le combat était autour de la base aérienne 101 de Sénou. Donc, c'était planifié pour que Kidal tombe, briser la chaîne de commandement, mettre à terre les institutions. Maintenant, ils ont vu que cela a été un échec total. Tu vois, Kidal est en train de se vider automatiquement avant même que l'armée n'aille là-bas. Parce que l'armée était obligée de se retirer de la ville de Kidal pour venir à Anefis et à Gelhok. En attendant qu'on reprenne le contrôle à Gao, à Bamako et à Sévaré. Prendre Kidal... Le repli stratégique, là. Ouais, oui, ils étaient obligés. Exactement, parce que les terroristes étaient armés de véhicules blindés, des mouvements Polisario et de l'armée algérienne. Donc, il fallait absolument un appui aérien. Donc, puisque toutes les bases aériennes étaient sous le feu, les troupes à Kidal étaient obligées de replier vers Anefis et à Gelhok, Tessalit. Maintenant, c'est ce que les médias français ont utilisé comme, voilà, la Russie a abandonné le Mali. Est-ce que les militaires russes ont quitté la ville de Kidal sans les militaires maliens? Non. Mais ils préfèrent mettre l'accent sur les militaires russes qui auraient abandonné le Mali en plein vol, etc. Les cas de Tessalit, l'autre jour aussi, tu as vu TV5 dire que les RPLA a pris cette ville stratégique. Mais dans le même reportage, il précise qu'ils sont venus sans combat. Prendre une ville suppose que vous avez livré bataille. Or, puisqu'ils étaient, la base de Tessalit n'avait pas suffisamment d'éléments pour affronter. Nos militaires étaient obligés de prendre tout le matériel
pour abandonner cette base provisoirement et renforcer les bases de Anefis et Aguelhok. L'armée est toujours dans la région de Kidal, à Anefis et à Aguelhok. Et ils savent qu'à tout moment, on va prendre la ville de Kidal et anéantir définitivement ces cafards. Donc c'est pourquoi ils multiplient une campagne de désinformation. Prendre Kidal n'est qu'une question de 24 heures pour l'armée malienne. Il fallait maintenant sauvegarder les institutions à Bamako. Et il faut observer les restes. Comme le disent les Anglais, wait and see. Mais la force unifiée, Abdul, parce que je tombe très souvent sur ces commentaires, et bon, moi j'ai la réponse, mais la force unifiée, à quel moment elle a joué son rôle lors de l'attaque des terreaux? C'était de manière coordonnée avec les FAMA, avec les Russes, ça s'est déroulé comment? Donne-moi juste quelques secondes. Regardez comment le terrorisme va s'installer en Côte d'Ivoire petit à petit. Écoutez très bien cette vidéo. Vous serez choqués, quoi. On écoute. N'oubliez pas de partager, replier sur tous les vos avis en commentaire. Écoutez jusqu'à la fin. Il y a mon ce chien d'autorité là. C'est vous qui envoyez la guerre dans le pays là. Quand tu as attaqué à la religion islam, qui nous aussi les imams, gens qui font qui marient les filles là, vous allez partir les ramasser. Wallah billah fini. C'est ce jour là, vous allez savoir que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire même est basée sur les musulmans. Et tout le chou sur ce que je cherche. Tellement qu'il y a, on va vous ramasser. Non, vous pensez que les gens, Fifi là, quoi, Fifi là, il y a un mam Kacha Boudina là. Votre Fifi là, ça peut rien nous faire. Le chou sur ce qu'on cherche. T'as fui pour laisser Fifi là. Venez. Même demain, on va célébrer le mariage. Les filles de Madrasa là, notre soeurs qui sont dans l'école Madrasa là, même les élèves, même nos soeurs du lac qui sont à l'école là. C'est-à-dire, à l'âge de 16 ans, 15 ans, nous, on les marie. On les marie. On attend si vous allez appliquer cette loi-là. Même demain, on va les marier. Même demain, on va marier notre soeur de 15 ans et puis 16 ans là. C'est notre enfant, c'est notre soeur, c'est notre petite soeur. Et puis c'est notre religion. Vous n'allez pas prendre vos lois de bien, vos lois françaises, vos lois sauvages là, que vous signez là pour venir mettre ça ici en Côte d'Ivoire. Comment que vous mariez les filles de 17 ans, 16 ans, c'est comme les gens fait viol. C'est viol ou ça? Les papiers là, c'est viol ou ça? Dans nos religions musulmanes, c'est autorisé. Et c'est pas à cause de fou que nous on va, c'est-à-dire qu'en nous transférant à ou patra de ou n'akanya de Allah là quoi. Nous on pas voir paix de vous. Et puis pour se foutre de Dieu, c'est la loi de Dieu et c'est ça nous on fait. C'est ça nous on obéit. Les filles là, nous nos soeurs là, et nos enfants là, à l'âge de 16 ans, 14 ans, on les marie bien. S'ils ont les règles, on les marie. Votre enfant là, si vous voulez mettre là à l'école, il va partir vous convoquer après pour vous mettre en prison. En l'islam là, nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en l'islam. L'islam, c'est une religion de la paix, c'est une religion du ordre, c'est pas désordre. Tu sais que quand tu fais un ami fort. Et c'est ce qui a détruit malheureusement la France. Parce qu'elle pense qu'il y a toujours un intérêt à avoir des alliés faibles. Des alliés faibles. Alors que dans la vie, si tu veux être fort, continue à renforcer ton allié. Continue à renforcer ton ami. Sinon un jour, les lions des autres vont te dévorer et ton ami ne sera pas capable de t'apporter soutien. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement à la France. Elle a travaillé pendant des décennies à affaiblir ses alliés historiques, notamment les Africains. Et aujourd'hui, quand le monde entier est en train de la ridiculiser, ces fameux alliés-là aujourd'hui sont en tête de liste de ses ennemis. Parce qu'on a trop souffert de l'hypocrisie de la France. Et je peux vous assurer que le peuple malien est debout. Le peuple malien est debout, je l'ai dit haut et fort. Nous sommes une doctrine. La doctrine panafricaine éponyme de l'Assimise, héritière des grands héros panafricains, auxquels les réseaux Focard a empêché de mettre en œuvre la vision et les caps. Aujourd'hui, c'est le peuple africain qui est debout. Il faut qu'ils comprennent ça. Donc, je l'ai dit, nous sommes 25 millions de Sadio et nous sommes plus de 71 millions aujourd'hui de Sadio Camara dans l'AS et dans le monde entier, nous sommes des milliers de Sadio Camara.
Une idée est plus dangereuse qu'une arme. Nous avons les idées, nous les assumons. Il faut que nous, les sponsors des terroristes, comprennent. Il faut qu'ils comprennent cela. Nous avons gagné déjà la guerre. Par la grâce de Dieu, on a pris du temps pour pleurer nos morts, pour leur faire un deuil honorable, organiser des funérailles honorables. Aujourd'hui, nous sommes dans la réadaptation. Et avant même que la réadaptation ne soit totalement opérationnelle, nos ennemis sont en train de tomber comme des mouches, tous les jours, sous les balles et les feux de nos armées. Donc, c'est comme dit l'autre, une bataille n'est pas une guerre. Il y a la bataille, il y a les batailles, mais il y a aussi la guerre. Nous gagnerons la guerre. Inch'Allah. Nous avons plus de moyens pour reprendre là où ils pensent qu'ils sont, que quand on avait tout repris du temps de l'aménagement. Ce n'est qu'une question de temps. Un adage français dit « rira bien, qui rira les derniers ». Honorable, il faut répéter cette partie-là, parce que vous venez de dire tout de suite que quand ces gens-là, ils ont pris Kidal, la première des choses, c'était de remercier l'Algérie. Donc ça, c'est un flagrant délit. Donc il faut expliquer bien cette partie-là, parce qu'il faut que les gens ils comprennent. Sans soutien de l'Algérie, de Mauritanie et de certains pays occidentaux, donc il faut essayer d'expliquer cette partie-là, parce que c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est déjà dit. Les gens, ce qui est clair, c'est que je crois que beaucoup ont écouté. La première communication, comme je l'ai dit, après les images qu'on a vues des terroristes à Kidal, la première communication au nom de ces terroristes de l'organisation, c'était une communication en langue tamashek. C'est un remerciement de haut niveau aux autorités algériennes. Un remerciement de haut niveau, je pèse mes mots, aux autorités algériennes, suivi de l'Algérie. C'est ça la teneur du message. Donc ça n'a échappé à aucune personne qui a entendu. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc nous vous remercions de nous avoir aidé et créé les conditions de trichement et de tout pour nous retrouver aussi. Ils savent que ce n'est pas eux qui ont pris Kidal. Et la preuve, c'est que le complot n'était pas seulement là-bas. Ça a échoué à Bamako, ça a échoué à Ségou, ça a échoué à Koulikoro, ça a échoué à Mopti. Tout ce qu'il faut entendre parler d'eux dans des attaques un peu plus loin, c'est la débandade. Mais les vraies cibles, aujourd'hui, tout a été mis en échec. Avant-hier, à la frontière avec la Mauritanie, vous avez vu un renfort qui quittait la Mauritanie, personne n'a échappé. Hein? Personne n'a échappé, ça je vous l'ai dit. Personne n'a échappé, plus de 200. Moto, pick-up, personne n'a échappé. Donc aujourd'hui, il est important que nos pays voisins comprennent que personne ne gagne dans la guerre. L'Algérie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire doivent comprendre que nous sommes, wallahi, nous sommes des frères. Parlons sincèrement. Parlons sincèrement. Nous allons bâtir la paix. Rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la paix. L'AES aujourd'hui est une puissance naturelle. C'est une puissance naturelle. Aucun État, aucune organisation ne peut faire trembler l'AES aujourd'hui. Parce qu'ils comprennent que le Mali n'est pas un cas isolé. Le Mali, c'est l'AES. Nous avons des ressorts maliens. Nous avons des ressorts burkinabés. Nous avons des ressorts nigériens. Nous avons des ressorts dans d'autres pays africains à côté. Nous avons des ressorts dans le monde. Vous savez, dans la communication des terroristes, ils ont tenté de discréditer notre partenaire stratégique, la Russie. Mais ils se trompent lourdement. Ils se trompent lourdement. Dans le monde entier, la Russie est un des partenaires les plus sérieux, qui n'est pas égoïste,
de renforcer la capacité de ses partenaires, qui n'est pas égoïste de vendre du matériel à ses partenaires, qui n'est pas jaloux de la force et de la puissance de ses partenaires, parce qu'il sait que quand tu fais un ami fort. Et c'est ce qui a détruit malheureusement la France, parce qu'elle, elle pense qu'il y a toujours un intérêt à avoir des alliés faibles. Alors que dans la vie, si tu veux être fort, continue à renforcer ton allié, continue à renforcer ton ami. Sinon un jour, les lions des autres vont te dévorer et ton ami ne sera pas capable de t'apporter soutien. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement à la France. Elle a travaillé pendant des décennies à affaiblir ses alliés historiques, notamment les Africains. Et aujourd'hui, quand le monde entier est en train de la ridiculiser, ces fameux alliés-là aujourd'hui sont en tête des listes de ses ennemis. Parce qu'on a trop souffert de l'hypocrisie de la France. Et je peux vous assurer que le peuple malien est debout. Le peuple malien est debout, je l'ai dit haut et fort. Nous sommes une doctrine. La doctrine panafricaine éponyme de l'Assimise, héritière des grands héros panafricains, auxquels les réseaux Focard a empêché de mettre en œuvre la vision et les caps. Aujourd'hui, c'est le peuple africain qui est debout. Il faut qu'ils comprennent ça. Donc, je l'ai dit, nous sommes 25 millions de Sadio et nous sommes plus de 71 millions aujourd'hui de Sadio Camara dans l'AS et dans le monde entier. Nous sommes des milliers de Sadio Camara. Une idée est plus dangereuse qu'une arme. Nous avons les idées, nous les assumons. Il faut que nous, les sponsors des touristes, comprennent. Il faut qu'ils comprennent cela. Nous avons gagné déjà la guerre. Par la grâce de Dieu, on a pris du temps pour pleurer nos morts, pour leur faire un deuil honorable, organiser des funérailles honorables. Aujourd'hui, nous sommes dans la réadaptation. Et avant même que la réadaptation ne soit totalement opérationnelle, nos ennemis sont en train de tomber comme des mouches, tous les jours, sous les balles et les feux de nos armées. Donc, c'est comme dit l'autre, une bataille n'est pas une guerre. Il y a la bataille, il y a les batailles, mais il y a aussi la guerre. Nous gagnerons la guerre. Inch'Allah. Nous avons plus de moyens pour reprendre là où ils pensent qu'ils sont, que quand on avait tout repris du temps de l'aménagement. Ce n'est qu'une question de temps. Un adage français dit, il ira bien, qui rira les derniers. Breaking news, les terroristes arrêtés au Mali ont commencé à dévoiler, à liquider les noms de leurs complices et même les pays derrière l'attaque terroriste pour déstabiliser le Mali. Ah oui, oui, oui. C'est ce que confirme d'ailleurs un article du média African Initiative qui a rapporté que les terroristes ont clairement dévoilé que la France et l'Ukraine auraient aidé à préparer les terroristes qui ont envahi le Mali le 25 avril dernier. Une armée de terroristes, 12 000 terroristes. Moi, ça ne me surprend pas. Hein. La façon dont leurs médias, parlons des médias français, font clairement l'apologie du terrorisme, là, moi, ça ne m'étonne pas. Ils traversent illégalement la frontière pour arriver au Mali, pour faire des reportages dans le camp des terroristes. Mais vous voulez quoi d'autre comme preuve? Et puis, ils lavent l'image, ils blanchissent les terroristes en mode des combattants. Vous avez vu? Ils parlent de combattants du FLA, combattants du JNIM. Ils ne parlent plus de terroristes. Des groupes terroristes bien larvés, soigneusement blanchis dans les médias occidentaux. Moi, je suis pas choquée. Hein. J'espère que c'est une nouvelle preuve pour ceux qui doutaient encore. En tout cas, il y a d'autres informations qu'on doit débanquer. L'information selon laquelle Menaka aurait été prise par les terreaux, elle est fausse parce que ce 3 mai, eh bien, des patrouilles du corps africain de l'armée russe ainsi que les FAMA ont fait des patrouilles dans la ville. Et devinez quoi, les quelques dizaines de terreaux qui étaient là ont très vite été envoyés en enfer. Et ils ont même fait des selfies avec les enfants et la population là-bas, contrairement aux terreaux qui giflent des enfants maliens. Ouais,
Et en passant, votre blocus vers Bamako, complètement faux. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la ville a réceptionné 830 camions citernes de carburant. Donc, si cette ville était bloquée, franchement, les camions de carburant n'allaient pas rentrer à Bamako. J'espère que vous comprenez. Alors, arrêtez de vous désinformer, arrêtez la désinformation sur Internet. Ça ne vous mènera nulle part. Nous vaincrons cette guerre. Écoutez très très bien. Voilà. Parce que Dieu n'est pas du côté des barbares. Dieu n'est pas du côté des terroristes. Dieu n'est pas du côté des personnes qui financent la barbarie dans d'autres pays. Dieu n'est pas du côté des pilleurs. Dieu est du côté des victimes. Donc, nous avons Dieu de notre côté. Inch'Allah. Assimi Goïta, il faut émettre un mandat d'arrêt international contre Oumar Mariko. Actuellement, Oumar Mariko, il est en Côte d'Ivoire. Il faut faire comme le Burkina a fait avec le Togo pour rapatrier Damiba. Si la Côte d'Ivoire refuse, je dis bien sûr la Côte d'Ivoire refuse, il faut couper tout lien diplomatique avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire il faut rappeler notre ambassadeur. S'ils veulent, nous qu'à rappeler leur ambassadeur. Il faut fermer les frontières avec la Côte d'Ivoire. Car on ne peut pas accepter chaque fois qu'un pays frère héberge des gens qui veulent détruire notre pays. Il faut faire comme le Niger a fait avec le Bénin, fermer les frontières. C'est-à-dire il faut couper tout avec la Côte d'Ivoire. Pour la survie de notre pays, on ne va pas laisser des bêtises encore. Je vous jure. Assimi, il faut prendre tes responsabilités. Je pense que les autorités maliennes doivent donner des explications claires au peuple. Et du haut de mon expérience, depuis que cette histoire a commencé, et quand on connaît l'histoire de l'Occident, les autorités maliennes savent très bien qu'ils n'ont pas chassé les services secrets occidentaux sur leur sol. Moi, je ne suis pas militaire de formation, mais aucun militaire, je dis bien aucun militaire, ne peut me dire que cette attaque, il n'y avait pas les services de renseignement occidentaux sur le territoire malien et que les Maliens même étaient au courant. Aucun militaire ne peut me démentir cela et ne peut me convaincre. Parce que quand on voit de la manière dont l'attaque a été faite, tout cela s'est passé, ça veut dire que les services secrets occidentaux sont toujours présents officiellement au Mali et qu'ils ont travaillé avec les traites internes et que cela a pu se produire. Ça, je le dis, et aucun militaire ne peut me convaincre. Parce que quand on regarde le début de l'attaque, de la manière dont tout se coordonne, quand on observe la manière dont les Occidentaux attaquent, les autorités maliennes ne peuvent pas me convaincre et aucun militaire ne peut me convaincre qu'il n'y avait pas les services de renseignement français et occidentaux à l'intérieur du Mali. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!